de problème. On arrive maintenant à une vraie imposture, si j'ose dire. Voici un groupe de rock qui s'appelle Les Casse-Pieds. Et ce groupe s'est confectionné sur mesure un pseudo conte de fées, Daniel. Oui, alors ça c'est une histoire extraordinaire. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne. Et alors en France, il y a eu ce groupe a vécu un véritable conte de fées qu'il est arrivé à tromper une centaine de médias sur plusieurs années en inventant deux histoires complètement fausses. Alors, France Arvois est allé retrouver un des membres de ce groupe, Emmanuel Layotte, et on leur a remontré les images de leur supercherie. Dans la série Découverte, cette semaine, je vais vous présenter des gens assez étonnants. C'est un jeune groupe de rock qui s'appelle Les Casse-Pieds. Alors, ils ont une histoire, c'est un véritable conte de fées. Ils jouaient dans le métro, ça faisait des années qu'ils jouaient dans le métro, qu'ils faisaient la manche. Et alors, un jour... au moment où on répétait dans le métro, où on jouait dans le métro, on s'était dit, ça serait bien un jour de raconter une petite histoire et tout pour attirer un peu de monde et tout ça par rapport au groupe. Mais bon, on avait parlé un peu comme ça de cette histoire, ça serait bien de dire qu'un réalisateur australien, tout ça, nous a découvert. Et... Un jour passe un Américain, un réalisateur américain qui s'appelle Christopher Modson, qui a été l'ex-assistant de Coppola sur le film Outsider. Tout parce qu'on avait une copine qui avait un ami à elle qui s'appelait Christopher Modson, et ce nom nous avait fait nous dire que ça serait bien, qu'il sonnait bien. Qu'est-ce qu'il y a comme acteur? Donc ça nous fait répondre, tiens, ah ouais, il y a Tom Waits, il y a Willy DeVille et il y a Los Lobos. Une semaine après, ils étaient convoqués et ils sont partis aux États-Unis. Ils ont tourné le film avec Tom Waits. C'est un véritable conte de fées qui vient d'arriver au Casse-Pieds, un conte de fées que vous narre John-Paul Lepers. Inconnu mais apprécié par certains connaisseurs. Pour preuve, ce metteur en scène australien qui a eu le coup de foudre. Résultat, il les fait tourner dans un film cet été aux États-Unis. Nous, la veille, le jeudi, on devait les voir le vendredi. Le jeudi, on n'avait pas de Christopher Modson et on va à Rue de Lappe pour acheter un McDo et tac, qu'est-ce qu'on voit? Un gars qui vendait les McDo, qui avait vraiment une tête de réalisateur. Et on l'a branché et puis il nous a dit ça m'amuse et tout, je suis ok. Et tout. Je suis un metteur en scène et je vous ai Pour suivi nous, dans le métro. ils ont rejoué l'instant de leur rencontre, le moment où le rêve s'est Je réalisé. voulais savoir si vous êtes intéressé de tourner dans un film. Et on lui a expliqué l'histoire et le lendemain, il s'est retrouvé à 9 h en train de répondre à John-Paul Lepers pour TF1. Ils sont plutôt moches, ils sont plutôt sales. Oui, alors au début, mais dès qu'ils arrivent aux États-Unis, c'est pas le même cas. On dit qu'on avait fait la fête chez Eric Clapton à côté d'Hollywood et qu'on avait pris de la coke avec Mickey Rourke et les Cramps. Et on inventait à mesure comme ça nous venait. Parce que oui, parce que là-bas, ils ont fait la fête avec Eric Clapton, Mickey Rourke. Je vous avais dit que c'était un conte de fées. Alors, premier conte de fées, dans le même temps, à d'autres chaînes de télévision, à d'autres émissions, les mêmes Casse-Pieds inventaient un deuxième conte de fées. Sachez qu'il y a des gens dont c'est le métier de récupérer les objets jetés par les stars. Alors regardez, Léla Gitli et Bernard Ronflet ont enquêté sur deux jeunes petits malins qui revendent des objets de stars. Regardez, c'est génial. Ici, là, Oui. c'est un crayon de maquillage qui a appartenu à Isabelle Adjani. Les ongles de Johnny Hallyday. Un sachet de thé dont s'est servi André Dussolier. On récupérait un sachet de thé, on se disait, tiens, ça pourrait être qui? André Dussolier, pourquoi pas? Et puis voilà, ça venait comme ça, le rasoir d'Alain Delon. Tiens. Un rasoir dont s'est servi Alain Delon. Voici le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, une pomme croquée par Catherine Deneuve. C'est le trésor parce que dessus, il y a les traces des dents de Catherine Deneuve. Ouais. Donc c'est facilement identifiable. Parce que des fois, les journalistes nous disaient, vous n'avez pas des objets un peu plus importants? Ben, on disait, si. On leur demandait presque ce qu'ils voulaient, quoi. Alors c'est là qu'on a dit, on a des objets appartenant à Prince. C'est un objet qu'on m'a vendu, qui arrive de la poubelle de Prince. 800 francs, c'est petite chose, mais quand on aime, on ne compte pas. L'argent toujours avec combien ça coûte ce soir à 22h40 sur TF1. Et une autre enquête sur les petits malins qui récupèrent les objets dans les poubelles des stars pour les revendre parfois très cher. Regardez. Ce verre avec un fond de cognac. Pour combien ça coûte, par exemple, on a eu un rencard à 5 h du matin avec le journaliste en question. Et donc nous, la veille, on avait préparé avec Joe. On arrivait sur les lieux et on montrait une poubelle. Et ils ouvraient la poubelle, ils faisaient un gros plan.
Et puis on disait, voilà, là, il y a une poubelle où la veille, on a mis un sac, nous-mêmes, le double sac de Bernard Pivot, on l'a mis la veille, et on a mis une bague de cigares et un Charlie Hebdo en clin d'œil. Je crois que ça marche presque à tous les coups, quoi. Enfin, chaque fois qu'on l'a fait, nous, ça a marché direct. Donc on a eu cette chance, ça fait qu'on est assez rassuré en le faisant en même temps, donc peut-être que ça passe, et en même temps, ça fait poser des questions, quoi, sur cette facilité, justement, de pouvoir... on se demande si c'est nous qui sommes vraiment des manipulateurs dans la façon d'expliquer les choses, ou si c'est les gens qui ont envie de faire passer du rêve. Alors, Alain Etchegoyen, c'est la vraie question, ça, en fait. Il y a ces gentils manipulateurs, il y a ces gentils escrocs, mais est-ce qu'il n'y a pas surtout un immense besoin de croire et d'adhérer à des légendes de la part du public? Dans le deuxième exemple, c'est un côté 1er avril, quand même. Mais ça a marché. Oui, mais ça peut marcher, mais je dirais que, vous savez, ce n'est pas très grave, ça. Je trouve que, et là, on arrive peut-être à une question centrale de votre émission, c'est vrai ou faux, est-ce que c'est la question principale sur des documents comme cela? Une entreprise comme Louis Vuitton a fait réécrire toute son histoire, qui est en fait une légende et qui est dite comme une histoire, hein, pour que chaque objet soit investi d'imaginaire. Ça doit être le cas de beaucoup d'entreprises, j'imagine. Bon, mais c'est comme l'histoire des casse-pieds là. Hein. Il fallait qu'il y ait de l'imaginaire. Ils ont pris un écrivain, Yves Navarre, qui a fait ça, bon, qui a fait un certain nombre de textes sur l'histoire des objets. Bon, donc ça, je dirais, à qui ça nuit? C'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus... Vous dites peu importe, peu importe si c'est inventé. Peu importe, si vous voulez. Ça nuit un tout petit peu à la vérité, quand même. Un documentaire sur la femme qui a 3 seins, l'homme qui a 5 testicules, ça n'a aucune importance. Ce que je trouve beaucoup plus important, c'est que quand on nous montre un documentaire, c'est pour ça que je revenais sur l'exemple français, un documentaire où on nous dit, voilà, nous avons filmé du trafic d'armes en banlieue. Ben, là, c'est la question de la responsabilité qui est en jeu. C'est-à-dire que quelles sont les conséquences de nos actes, et par rapport à qui? Et là, c'est grave. Et là, il faut effectivement attaquer. Là, il faut démystifier. Mais le canular, le 1er avril, de l'imaginaire, le rêve, tout ça n'est pas essentiel. Oui, enfin, sauf que c'est quand même effrayant pour nous, parce qu'on se dit, si nous sommes prêts à gober ça, nous, les téléspectateurs, bah, on est aussi bien prêts à gober les armes en banlieue et tout ce qu'on voudra nous faire avaler. Oui, sauf que là, en fait, il y a 2 étapes. Il y a d'une part les journalistes qui gobent ou font semblant de gober, et comme ça passe à la télé, effectivement, c'est écrit dans le journal, nous, en deuxième niveau, on se dit, si ça passe, c'est que c'est vrai. Mais quelles en sont les conséquences? Je dirais faibles. En l'occurrence, en revanche, quand on nous montre une réalité en disant c'est comme ça que ça se passe, ça transforme notre vie, ça transforme la vie de ceux qui sont censés être filmés. Et là, c'est dangereux. Alors,